Bonsoir et bienvenue à Friday Night Sports Machine. Comme à chaque semaine, nous allons faire la revue de la semaine des matchs du Canadien de Montréal. Nous avons une émission cette semaine bien remplie pour vous. Nous allons rejoindre Nick Riopel par voie téléphonique vers la fin de l'émission. C'est un ancien gardien de la LNH qui a eu une longue carrière professionnelle, qui est maintenant agent de joueur. Il va nous parler un peu de la situation des gardiens de but chez le Canadien de Montréal et le Canadien en général. Mais en studio, pour commencer avec moi, j'ai un homme bienveillant. Moi, j'aime bien ce terme-là. Il est en charge du mouvement La Tournée des Chums. Et pour nous en parler avec nous aujourd'hui, Stéphane Rousseau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va bien? Ben Oui. oui, toi? Super, merci. Bien merci heureux de te voir avec nous. Je vais te présenter comme étant un gars de sport, spécialement de balle molle. Balle molle, baseball, hockey, Ouais. c'est les principaux sports. Là. Ben, ça fait longtemps que je veux dire que tu pratiques les sports. Oui, oui. Sans dire que tu es vieux. Depuis l'âge de 5 ans. Là. Bon, un peu comme nous tous qui aimons le sport. Mais évidemment, ce qui explique ta présence à l'émission, c'est premièrement le sport, Friday Night Sports Machine, c'est bien certain. Mais le mouvement auquel tu fais référence, que tu présentes depuis quelques années, la Tournée des Chums, c'est quoi exactement et c'est quoi le but? La Tournée des Chums, c'est un organisme à but non lucratif qu'on a créé grâce à plusieurs partenaires et des dons qu'on a pu faire à travers les années. Oui. Ça donne aux suivants. On donne aux suivants. On fait des gestes, on encourage des gestes de bienveillance. À travers les organismes à qui qu'on donne, on parle juste de baseball, on a trois organismes, les Jays de l'Assomption, baseball de la Pensier et baseball Charlemagne-Legardeur. Donc tu rencontres beaucoup de gens. On a fait des certificats de bienveillance, on donne leader du match, bienveillant du match, persévérant du match, esprit d'équipe. C'est pas des. Nous, là, on encourage les beaux gestes entre les joueurs. Ça existe depuis où? 16? Ou 2016. 2016. Dans le fond. L'idée est venue comment au début? Qu'est-ce qui t'amène à devenir, on peut dire, président ou en charge de la Tournée des Chums? C'est quoi l'idée en premier? C'est arrivé quand tout ça? L'historique des Chums, c'est des joueurs de balle qui se sont retrouvés après une dizaine d'années d'absence avec Facebook. On s'est retrouvés, on a fait un camping, on est allé à Asbestos au Festival des Gourmands. Il y a une chimie qui était poignée. On a eu des commanditaires qui sont embarqués avec nous autres. Ça a fait boule de neige, la roue a tourné, puis le moment donné, la roue a devenu tellement grosse que aujourd'hui, on n'est plus comme des années 80-90. Quand les gens reçoivent, il faut redonner. Puis c'est là que l'idée de donner au suivant a fait boule de neige ou balle de baseball. C'est ça qui a engrangé tout le fait de créer un organisme et redonner au suivant. Oui. En période de COVID, je veux dire, c'est venu restreindre ton mouvement, c'est bien certain, mais es-tu arrivé quand même à faire un petit peu des choses avec ça? En période de COVID, on était chanceux. Il y a eu deux vagues. Là, en septembre, on a pu faire un tournoi qui nous a permis de donner des fonds à la Maison des Jeunes de l'Épiphanie et la Fondation Jumpstart Canadian Tire pour la région Lanaudière. On a pu remettre la moitié, dans le fond, de ce qu'on avait pu donner cette fin de semaine-là. C'est un beau 5 000 $ qu'on a donné aux organismes. Tu m'as parlé aussi d'une sortie où il y avait 800 personnes pour le match en concours des Jays au Stade olympique. J'aimerais que tu élabores là-dessus, parce que ça, c'est bien impressionnant. Je veux dire, ça montre qu'il y a plusieurs personnes impliquées. Les Jays, c'était la 7e année, je crois, on avait ça l'année passée, en mars. Ça va bientôt faire un an là, que Jean-Charles Lajoie a nommé ça le COVID interrompu, si on peut dire. Là. J'avais 800 personnes avec nous autres. On avait des chandails orange avec notre chum Derek qui est en haut. C'était pour l'encourager à ramasser des fonds. On faisait la marée orange au stade. Tout était cancellé. C'était 800 personnes, 400 à chaque soir. On a donné des fonds pareils à la maison, à la Fondation Maman Dion. Et la maison à Desmaures-Dion aussi, malgré tout, avec la vente de t-shirts et les profits des participations des gens. Eux sont en charge des friperies Le Papillon. Oui, la maison Desmaures-Dion a une friperie aussi. Ouais. Donc ça a été un de tes hauts faits d'armes? Ben, c'est tous des beaux gestes. Y a pas, c'est sûr que le groupe de 800, il n'y a personne qui a fait ça. Moi, c'était une fierté. Là, la première année, je suis parti à 20. Puis l'année passée, j'étais à 800. Là. Wow! Je te félicite. Tu es un joueur de balle, tu as connu Derek Aucoin, l'as-tu quand même côtoyé pas mal? Derek, on s'est côtoyé plus à la fin de sa vie, mais même avant qu'il apprenne qu'il y avait
C'est une maudite maladie-là. Ouais. Derek, j'y pense à tous les jours. C'est un chum, il ne faut pas l'oublier. Il a fait beaucoup de bien autour de lui. Il était grand, n'est-ce pas, en personne, c'est impressionnant. C'est un grand, Derek, c'est un grand comme ça, puis c'est un grand comme ça aussi. Bon, tu es un joueur de balle. Tu m'as confié que toi, c'est ton sport favori, la balle molle, la balle donnée. Qu'est-ce qui s'en vient cet été au niveau de la balle, au niveau de ce que tu peux faire avec le mouvement La Tournée des Chums, si la COVID le permet? C'est quoi que tu as en tête pour cet été-là? Cet été, on a déjà, ce matin, j'ai déjà enclenché le processus pour notre 4e Festi-Chum qui va avoir lieu au mois de mai. OK. C'est 22 équipes, là. J'ai déjà 16 équipes qui ont été confirmées. Dans le fond, encore là, on va redonner au suivant. La Maison des Jeunes, et là, on attend de confirmer les 1 ou 2 autres organisations qu'on va donner. Là. C'est pas fini, on finalise tout ça. Bien sûr que si ça, c'est correct avec la santé publique, là, c'est ça. Sinon, on ne pourra pas le faire. On a les mains liées, qu'est-ce que tu veux? On peut faire des encans virtuels. Avec l'autre, on a un partenaire Signature Pro. Que lui, on peut faire des choses avec lui. L'année passée, on a réussi à faire pareil des choses malgré la COVID. C'est ça qui est important. On se débrouille avec ce qu'on a aussi. Les gens qui ont en tête de faire quelque chose de bienveillant, d'essayer d'amasser des fonds pour leur mouvement, ils peuvent te contacter par Facebook. Facebook, oui, mais... Tu as un site web? Dans le fond, on va avoir un site web bientôt. C'est latourneedeschums.org. Mais moi, ce que j'encourage, que ce soit pour nous ou que ce soit pour un autre, trouvez-vous, moi, c'est la passion, la balle, le hockey, ces choses-là. C'est à travers ça que j'ai pu partir le mouvement, donner au suivant, ces choses-là. Mais tu sais, chaque personne peut faire n'importe quoi. T'sais, nous autres, on encourage des gestes de bienveillance, faire du bénévolat, mais aller vers des places que vous aimez, des choses que vous aimez faire, puis regardez alentour, il y a plein de places à qui vous pouvez donner. Dans tout ça, c'est quoi ta plus grande fierté? Parce que je vois bien que tu n'es pas un type qui est axé sur lui-même. Tu n'es pas dans l'ego, comme on dit. Ça, c'est très important dans le sport professionnel et dans les médias. C'est quoi ta plus grande fierté dans tout ça? Ma plus grande fierté, c'est le cœur. C'est ce que de sentir le bien que tu fais. C'est tous les sourires qu'on peut apporter aux gens. Je fais des paquets de cartes pour les jeunes. Quand on a des événements, on donne des paquets de cartes. Les jeunes sont contents. C'est de montrer à ma fille des beaux gestes. C'est ça l'important. C'est de faire les sourires. C'est pas une question d'argent ou de visibilité ou ces choses-là. L'important, c'est ici. Avec la COVID, c'est important, ça. Oui, ça nous a conscientisé sur plusieurs choses, d'apprécier ce qu'on a. Il y a plusieurs choses qu'on n'a plus. Donc, ta fille qui va regarder papa, ça, c'est bien certain. Tu es un joueur de balle. J'ai bien compris, ton sport favori, c'est la balle molle, le baseball. Moi, personnellement, je trouve qu'un des avantages de pratiquer ce sport-là, c'est qu'il y a une place pour tout le monde sur le terrain. Exemple, quelqu'un qui a peu de mobilité, qui est un bon frappeur, mais qui ne court pas bien, on va le faire jouer au premier but, ou il va être frappeur de choix, designated hitter, DH. L'autre qui est plus athlétique va jouer au champ centre à l'arrêt court. Toi, c'est quoi dans la balle molle que tu aimes tant? Parce que aussi, c'est un sport qui ne coûte pas cher. Et se retrouver avec une bonne gang de chums, c'est pas compliqué. Je veux dire, t'as tes crampons, ton gant, puis une petite froide après le match. C'est moins compliqué que le hockey, moins onéreux. Mais de ton côté, c'est quoi qui fait que la balle, pour toi, c'est ton sport numéro 1? C'est l'été, c'est dehors. Tu l'as dit, ça prend pas grand-chose. Le hockey, c'est l'équipement, c'est tout ça. Puis les heures d'arrêt. Les heures d'arrêt. Aller jouer à minuit, là. Les adultes, on passe après les enfants, puis c'est normal aussi. C'est correct. Mais tu sais, c'est être dehors, c'est être en gang, c'est la fraternité, le monde de la balle. Que ce soit le monde du hockey, c'est tout petit. Fait que tu rencontres les gens à chaque, mettons, des tournois, dans les ligues. C'est un monde qui est le fun. Ça manque beaucoup côté professionnel. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Probablement les nouvelles en 2021. En passant, est-ce que tu crois encore au dossier des expos? Oui, j'y crois. Je travaille fort pour rester la flamme allumée. On est plusieurs qui participons à ça, dont un de mes partenaires qui a bienfaisance aussi, ExpoFest, Perry G, qui qu'on donne au suivant. Que je connais, qui est ami Facebook avec moi. Pour conscientiser les gens, puis ranimer la flamme qui semblait s'éteindre. Parce que ça fait quand même 15 ans déjà. Moi, j'ai toujours cru que ça reviendrait un jour, à savoir quand. C'est ça. J'ai toujours gardé mon cœur avec les experts. C'est notre sport. C'est notre. En tout cas, à nous deux, là. À nous deux, mais tu sais, le monde, ils ne savent pas, là, mais tu sais, il y a eu beaucoup de baseball à Montréal. Puis là, on parle des Royaux avant même que. Et c'est la ville qui a donné une chance à un joueur noir en premier.
Il ne faut pas l'oublier, parce que Montréal donne une chance à tout le monde. Montréal, le Québec, c'est un endroit où les droits civiques, les droits humains sont très respectés, mais continue. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme tu dis, on a laissé la chance à cette personne-là de montrer, montrer aux autres, venez-vous-en, suivez-moi, là, tu sais, là. Ben oui. Mais, tu sais, c'est un peu, Montréal, c'est une ville de bal, même si les gens peuvent dire, il y avait peut-être 5000 personnes des fois. Ça va revenir. Mais non, c'est... Est-ce que tu crois au projet de ville-sœur? Moitié de match à Tampa Bay, moitié de match ici. Toi, ça te dit quoi? Moi, ça me dit c'est mieux que rien. Mais peut-être tu as un autre point de vue là-dessus. Non, c'est la même chose. Ouais. Moi, j'y vais avec... On a le pied dans la porte. Oui. On s'en va avec ça. C'est ça. Puis ça va ouvrir d'autres choses. À Tampa Bay, on va dire les vraies affaires, sont pas là au même niveau qu'on peut l'être à Montréal. Exactement. Peut-être qu'il n'y aura absolument rien à Tampa Bay. Puis peut-être que ça va être tout à Montréal. Oui, mais ça se peut. L'important, c'est d'avoir... Je pense que ça serait plus... Oui. La moitié. Important. Exactement, c'est mieux que rien, comme je le disais précédemment. Mais c'est bien certain qu'un club d'expansion, ça va être plus compliqué parce que c'est 1 milliard et plus là, avec le stade et tout ça, parce que le stade olympique, il est dépassé. Maintenant, on va passer évidemment du baseball au hockey, parce que le hockey fait partie de nos vies, qu'on le veuille ou non. Le Canadien, depuis plusieurs années, nous déçoit, il faut bien dire, au niveau du rendement. C'est quoi le problème avec le Canadien cette année qui offre un rendement en dents de scie? Hier, on l'écoutait un peu. Il y avait un petit peu les jambes molles. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu la saison des Canadiens, sa partie forte, sa partie haut, c'est les attentes. On a beaucoup d'attentes. Pourquoi? Ben, M. Bergevin est allé chercher les joueurs, puis tout le kit. Il faut quand même s'attendre à ce que ça baisse. Chaque équipe a un drop. On a juste regardé à Saint-Louis. Avant, quand ils ont gagné la coupe. Là, Après, c'était difficile. Ben là, tu crées des attentes, fait que là, il y a de la pression. Mais moi, ce que je dirais aussi, c'est que le Canadien, malheureusement, c'est souvent comme ça, année après année. Puis je pense que les gens commencent à être impatients parce que ça fait quand même presque 3 décennies qu'on n'a pas atteint la finale. On a-tu une équipe? Ben, on a une équipe, mais je pense pas qu'on a une équipe présentement. Parce qu'après 20-25 matchs, tu as déjà une bonne idée. On n'a pas une équipe pour se rendre en finale. Québec a une équipe? Donc, dans ce sens-là, oui. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Profitons de notre équipe pareil. À se comparer, on se console, j'aime ça. C'est ça. À un moment donné, il faut dire, on a l'Impact, on avait les Expos, le Pur, on a les Alouettes. Ça, c'est bien. À un moment donné, il faut... on peut pas tout je suis d'accord avec gagner. toi, oui, on a fait 24 coupes, puis on en a fait combien dans les années 70? 60-70, mais on a une équipe. Non, ça c'est vrai. Puis dans le sport d'aujourd'hui, c'est déjà une belle chance. Donc, je rappelle aux gens, la tournée des chums, les gens qui veulent te rejoindre ou qui ont des idées en tête ou avoir des renseignements sur le tout, Stéphane Rousseau sur Facebook, pas dur à rejoindre. Tu réponds, je sais, c'est comme ça que je t'ai rejoint. Fait que je te remercie et au nom de tous les gens sur lesquels tu as une influence positive, tu fais des belles choses et ce n'est que le début, les portes s'ouvrent. Et on va te revoir ici. Pas de problème, un gros merci de l'accueil on va se revoir. À toute l'équipe. L'invitation est là aussi pour la co-animation. Ça va se replacer avec la COVID et tout ça. C'est plus difficile parfois d'avoir des invités ou quoi que ce soit, mais jusqu'à présent, ça a bien été. Merci Stéphane. Bienvenue. Et félicitations. Merci beaucoup. Très gentil. Bonne fin d'émission. Merci. Nous allons maintenant procéder à la revue de la semaine du Canadien de Montréal, puisque samedi dernier, contre Winnipeg, à Montréal, ça a bien été. C'est Josh Anderson qui a sonné la charge dans un gain de 7-1. Et quand tes bons joueurs produisent, il faut le dire, ça c'est, comment je pourrais dire, c'est un très bon signe. Mais Dano, qui n'a toujours pas marqué, rendu à samedi. Peut-être un côté positif du Canadien de Montréal, ce sont les 7 buts à 5 contre 5 dans ce match contre les Jets. C'est venu juste à point avant d'entamer le match, justement, plutôt le voyage de 6 matchs sur la route, une belle victoire de 7-1. Un premier gain contre les Jets cette année. Après le match, Philippe Dano a donné un commentaire, moi que j'aime bien. Il a dit que tout le monde achète le plan de Dominique Ducharme, et quand un de tes joueurs clés dit ça, c'est vraiment très, très important. On voit que le courant passe. C'est parfait pour tout le monde. Un point faible qui a été amélioré du côté de Jesperi Kotkaniemi, 13 victoires sur 15 mises en jeu. Il en a gagné 13 sur 15, 85% d'efficacité. Si ça peut continuer comme ça, on va régler un problème criant chez le Canadien de Montréal, soit les mises en jeu. J'ai bien aimé personnellement le commentaire de Mario Tremblay sur le 98.5. Il dit qu'il aime Ducharme, le message passe, il n'a pas peur de prendre des décisions et le nuage se dissipe au-dessus du club. Sur ce point-là, je suis un peu moins certain. Mardi soir, contre les Canucks,
Le Canadien n'a pas perdu de temps en première période. Jeff Petrie qui marque déjà son 9e but. Et dans la planète hockey, on parle de plus en plus de Jeff Petrie comme quelqu'un qui aura beaucoup de votes pour le trophée Norris. On dit de lui que c'est le meilleur défenseur de la division Nord, la division canadienne. Je suis pas mal d'accord avec ça. Et on voit encore un autre but en avantage numérique. Donc, l'effet Alex Burrows qui se ressent sur tout le club. Et à Vancouver aussi, on remarque que c'est une femme qui annonce la plupart des choses au micro. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un avancement. C'est très agréable à l'oreille et c'est une bonne initiative de la part de l'organisation des Canucks de Vancouver. Dans ce match, c'était 1-0 canadien, comme on le sait en troisième période. On a eu bien chaud. Les Canucks qui frappent la barre horizontale alors qu'il ne reste que 10 minutes de jeu. Mais ce qui devait arriver arriva. Et ça fait mal aux Canadiens de Montréal. Ce sont des points perdus et on laisse un point boni sur la table qu'une autre équipe de la même division prend, comme je vous le disais la semaine dernière. Ils ont créé l'égalité, les Canucks, avec 41 secondes à jouer, un but de Godette. On a vu aussi dans ce match que le duel de gardien de but, qui était bien évident, a été remporté par Thatcher Demko, le gardien des Canucks, qui sort de nulle part. Ça a été une défaite difficile pour le Canadien, spécialement que c'est ton premier match sur la route d'une série de 6. Et ce qui est encore plus inquiétant, une 7e prolongation sans être capable d'arriver à des résultats. Ça aussi, sur la planète hockey, on en parle. Le Canadien en séries éliminatoires, c'est 0-7. C'est rien du tout. 0 comme une barre, comme dirait l'autre. Et si on fait les séries éliminatoires, ça ne sera pas une bonne statistique pour nous. On a vu un match carrément des séries éliminatoires, et ça, il y en aura de plus en plus. Parce qu'après une vingtaine de matchs, pas de camp d'entraînement, les équipes sont de plus en plus rodées, sont bien rodées et sont prêtes. Donc des matchs de 6-5, ça va être de plus en plus rare. On a vu également en période de fusillade, Thomas Tatar, qui me rappelle un peu par son geste de dentelle, il a dû se faire parler dans le caisseur, comme on dit en bon québécois, me fait penser un peu à Piquet Souban, qui parfois, en prolongation, qui tentait de jouer les héros et monter la rondelle d'un bout à l'autre pour finalement la perdre et nous mettre dans le pétrin. Thomas Tatar qui a bien mal choisi son temps pour verser dans la dentelle, ce qui veut dire que efficacité n'égale pas spectaculaire. Le CH n'est pas pris au sérieux en prolongation quand l'équipe adverse se permet de laisser un défenseur comme Quinn Hughes 4 minutes 30 sur 5 en surtemps. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'adversité. Maintenant, Carey Price est revenu à son ancien équipement. Est-ce que c'est une superstition? On n'a qu'à penser à Patrick Roy, qui était vraiment un véritable cauchemar pour le préposé à l'équipement, avant les matchs, dans le vestiaire spécialement, avec toutes sortes de superstitions loufoques. Mais que voulez-vous? Les gardiens de but sont des bébites rares. Et à ce niveau, on dit souvent que, comme Carey Price, qui n'affiche aucune émotion plutôt, on dit qu'il est imperturbable, mais on voit que ça se passe entre les deux oreilles et que Carey, en quelque part, est affecté par ce qui se passe. Mercredi, à Vancouver, le Canadien s'est bien ressaisi de cette défaite de 2-1. C'est bon signe. Le système du charme, comme je vous le dis, qui s'implante. Jeff Petrie, un 10e but. Donc, peut-être son nom sur le trophée Norris. On peut commencer à susciter l'idée un peu plus parce que ça serait bien intéressant. C'est le genre de joueur dont on voit qu'une transaction, celle qu'il a amenée d'Edmonton à Montréal, est venue faire un grand changement dans sa carrière. Donc, une victoire en pleine nuit. Un match qui commence à presque 23h10, c'est rare, c'est difficile sur la santé, mais un bon partisan du Canadien, comme nous tous, on l'a écouté le match jusqu'aux petites heures du matin. C'est difficile, parce que surtout si vous travaillez sur le quart de jour, vous couchez à 2-3 heures du matin et que le 4 ans sonne à 6 heures. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bon match de hockey? Et pour ceux qui regrettent Jordy Ben, le défenseur des Canucks qui s'alignait avec les Canadiens de Montréal il y a quelques années, on voyait bien que le coup de patin qui n'a jamais été là est encore moins présent dans son jeu. Ça patinait vite pour lui. Et Dano qui a enfin marqué son premier but de l'année, lui que ça faisait au-delà d'1 an qu'il n'avait pas marqué. C'était le 5e du Canadien dans une belle victoire de 5-1. Et ce qui veut dire que les ailes étaient gratuites à la cage au sport. Maintenant, hier, à Calgary. Un match sans saveur du Canadien, et certains diront, oui, 2 matchs en 19 heures, mais ça, c'est la même chose pour tout le monde. On a vu le Canadien incapable de prendre son rythme. Et comme l'a dit Dominique Ducharme, manque d'énergie qui égale le manque de résultats, mais ça, c'est l'excuse classique. On voit aussi les débuts de Daryl Sutter. Daryl Sutter, maintenant qui est derrière le banc des Flames,
ça va secouer la marmite parce que lui, c'est vraiment un coach à l'ancienne et les joueurs qui seront paresseux vont être rapidement soit mis sur le banc et remis à leur place. C'est un rendement en dents de scie du Canadien qu'on voit depuis le début de la saison. Corey Perry est venu marquer avec 10 minutes à jouer. Ça a redonné un peu espoir aux partisans du Canadien. À ce moment, c'était 2-1 Calgary. Mais la pénalité à Paul Byron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé. La pénalité à Paul Byron, alors qu'il ne reste que 2 minutes 30 à jouer, est venu tuer le Canadien. Il faudra remporter le match de demain parce que là, si le Canadien tarde à s'imposer comme ça, pas capable d'aligner 2, 3, 4 victoires d'affilée, ça souffle dans le dos. Il y a d'autres formations qui se sont reprises en main et qui vont venir rejoindre le Canadien. Et habituellement, après 20 ou 25 matchs, comme on le disait tantôt avec Stéphane Rousseau, on a une bonne idée de ce que représente le Canadien de Montréal. Et moi, personnellement, vous savez ce que j'en pense. C'est une bonne équipe, mais sans plus. Je ne pense pas qu'on va se rendre très loin dans ces séries éliminatoires. C'est une cédule qui est très exigeante pour tous, mais ce n'est pas l'excuse, même si ça devient l'excuse classique. C'est le même scénario identique pour toutes les équipes de la Ligue nationale. 3 matchs en 4 soirs, 5 en 7, ainsi de suite. Mais hier, le Canadien a joué avec peu de conviction. Et comme je vous le dis, il y a des équipes qui soufflent dans le dos. Maintenant, on va parler de Carey Price. Nous allons rejoindre avec nous, par voie téléphonique, quelqu'un qui connaît bien les gardiens de but. Parce que ce qui est dérangeant dans le cas de Carey Price, c'est pas les statistiques qui sont moins là cette année, mais c'est surtout l'attitude. Comment je pourrais dire, il a tous les critères de la princesse. Même Stéphane Waite, qui vient d'être congédié, a dit sur les ondes du 98.5 cette semaine, il se demande si Carey Price a la motivation. Et il est indifférent, on dirait, sans intérêt. Et Danny Dubé, lui, de son côté, a parlé d'un burn-out sportif. C'est possible dans le monde du sport. Moi, ce que je remarque aussi de Carey Price, quand il affiche des réponses, il donne des réponses laconiques, très courtes dans ses points de presse, où il ne semble pas intéressé. Moi, sur ma liste des joueurs, les meilleurs joueurs de tous les temps du Canadien de Montréal, Maurice Richard, Jean Béliveau, Patrick Roy, ce sont des joueurs d'émotion qui représentaient bien le Canadien. C'est pas ce qu'on voit chez Carey Price. Maintenant, nous allons rejoindre par voie téléphonique. Il est maintenant agent de joueur. Il s'appelle Nick Riopel. Il a participé à 3 camps professionnels, une longue carrière comme gardien de but professionnel. Il connaît bien, il est maintenant agent de joueur. Il connaît bien qu'est-ce que ça représente d'être un gardien de but. Bonjour Nick, comment vas-tu? Ça va super bien, Steve. Merci de l'invitation. Je suis bien content de te voir avec nous. Tu as participé à plusieurs camps d'entraînement professionnels. On va y revenir. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de Carey Price qui semble avoir perdu par moments ses points de repère. Est-ce que ce sont les blessures du passé, les maganies, comme le disait Stéphane Waite? C'est-tu dans sa tête? C'est-tu la technique? On ne sait plus à quel sein se vouer. Mais la réponse de Nick Riopel, c'est quoi? Honnêtement, Steve, je pense que peu importe la position, je pense qu'en tant qu'athlète, il y a 3 points, il y a 3 critères qu'on doit regarder. Physiquement, techniquement et mentalement. Dans le cas de Carey Price, je crois que physiquement, il n'y a pas besoin. Je pense qu'il est très bien physiquement. Il y a eu un très long été quand même pour se préparer. Il y a eu le même plan d'entraînement qu'il a sûrement eu depuis plusieurs années. Il est très bien encadré avec les préparateurs physiques du Canadien de Montréal. Donc, je pense pas que c'est là le problème. Techniquement, bon, récemment, on a vu qu'il a peut-être apporté quelques ajustements dans son jeu là, depuis que Stéphane a malheureusement été congédié. Quelqu'un d'autre qui a travaillé avec, que je connais très bien, Marco Marciano, qui a ajouté son grain de sel. Je vois dans le jeu de Carey Price que son jeu est beaucoup plus complet, beaucoup plus peaufiné. En tant que gardien de but, c'est sûr qu'on regarde tout le temps un travail avant le lancer, pendant le lancer et après le lancer. Je pense que avant, Carey se fiait simplement sur le pendant le lancer, ce qui était juste d'arrêter la rondelle, puis se fiait sur son talent pour le reste. Je pense que là, avec les très inconscients depuis le début de la saison, je pense que c'est juste de revenir à simplifier son match, puis à respecter le système que lui a adopté depuis plusieurs années, donc juste de revenir à la case départ. Puis je pense que je le vois beaucoup plus complet, beaucoup plus préparé avant le lancer, très préparé pendant le lancer, contrôle beaucoup mieux ses retours, accorde beaucoup moins de buts à l'intérieur de son corps. Puis tu le vois plus près, ses gants sont un peu plus en avant, plus vers la rondelle qui coupe les angles. Et après ça, après le lancer, tu vois là, qui suit ses retours, qui suit ses retours complets autant quand il est sur la glace à genoux que quand il est debout.
Donc, pour ça, je pense que c'est beaucoup mieux. Et mentalement, c'est là que pour un gardien de but, c'est 90% la confiance, puis 10% le reste. La confiance fait pour beaucoup, autant pour les joueurs, mais tu sais, comme gardien de but, tu le sais que tu es la dernière personne en arrière avant que la rondelle rentre. Donc, c'est sûr que mentalement, tu sais, moi, honnêtement, je vais te le dire, je n'achète pas les excuses de « Ah, il est fatigué ». Il est fatigué de quoi? Parce que, tu sais, moi, j'ai gaulé dans la East Coast, dans la deuxième division là, après la Ligue nationale, puis on jouait des 3 matchs en 3 soirs, puis il fallait prendre l'autobus, on dormait en autobus, c'était de 8 à 12 heures entre les matchs, ça arrivait des fois à 6-8 heures du matin, puis c'était pas comme un vol nolisé, là, où ils servent quasiment un filet mignon dans l'avion, là, c'était comme un cheeseburger, puis avec des frites, puis t'arrives, c'est toi-même qui défait ta poche, c'est toi-même qui prends ton stock. Lui, il n'y a rien à faire de ça. Fait que, tu sais, je comprends pas vraiment l'aspect mental. Je pense pas qu'il est rendu là. Puis même s'il est rendu à milieu de trentaine, je pense encore qu'il se tient assez en forme. Maintenant, on voit le changement. Ça fait 4-5 grosses performances qu'il offre. Puis on voit le Carey Price des beaux jours, mais aussi nouveau système de jeu. Oui, c'est ça. Défensivement, beaucoup plus uni, moins de grandes chances de marquer. Oui. Donc, je pense que ça fait un tout. Là. Nick, nous sommes bousculés par le temps. Encore 2 ou 3 questions. Comme tu le disais si bien, ce qui m'amène à ma prochaine question. Moi, je veux te parler du momentum d'un match de hockey. Le gardien de but est le dernier joueur avant la ligne des buts, donc pas de place pour l'erreur. C'est le leader silencieux d'une équipe, selon moi, parce que autant un arrêt spectaculaire au bon moment peut relancer une équipe, mais un but soft, un mauvais but accordé, comme Carey le faisait en début de saison, ça peut venir casser le momentum d'une équipe. En quelques phrases, ton point de vue sur le momentum qui est dirigé par le gardien de but? Bien, honnêtement, le momentum aussi peut se créer sur les unités spéciaux. Fait, en désavantage numérique, ton meilleur joueur, ça doit être ton gardien de but. Donc, ce qui va créer ensuite de ça des momentum, c'est ce qui arrive souvent les gros arrêts. Après ça, c'est vraiment juste de suivre ton système et d'être constant dans ton système. Tu te dis pas, il reste 5 minutes en fin de première période, il faut que je sorte un gros save. Non, parce que ta game, c'est de toutes les arrêter. Mais tu as un système, tu dois suivre ton système. Puis ce que Carey faisait, c'est qu'il était inconstant dans son système. Donc, inconstant dans son positionnement, inconstant dans où ce qui est dans sa peinture, inconstant dans son retour de rondelle, inconstant dans son positionnement. Fait que tout était inconstant, puis il s'est arrivé 1-2 mauvais buts. Fait que pour chaque gros arrêt qu'il faisait, ben, il en rentrait un moyen. Puis malheureusement, il se doit, si on enlève le salaire du côté, il se doit d'être le meilleur joueur et le meilleur gardien de but parce que lui-même s'est mis ce standard-là après les années. J'aime ta réponse. En 2 phrases, mon cher Nick, on sait que les gardiens de but, ce sont des bébites un peu bizarres, comme les lanceurs ou les quarts arrière au football. Il y a plusieurs superstitions, ça se passe entre les 2 oreilles. Moi, j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que vraiment les superstitions peuvent influencer le rendement d'un joueur? Et toi, personnellement, est-ce que tu en avais des superstitions? Moi, je n'avais pas de superstition. J'avais des routines. Puis une routine, c'est juste ce qui te met confortable et en confiance. Donc, Carey Price, je ne le connais pas assez personnellement pour savoir s'il y a des superstitions. Je pense qu'à rendu un certain niveau, il y a des superstitions qu'il faut que tu laisses un petit peu de côté. Là. Tu peux pas commencer là, un match à chaque 2 jours pour te dire, OK, j'ai pas le droit de parler à personne parce que je veux rester concentré. Et m'amener la femme et les 3 enfants, ça marchera pas. Là. Fait que, tu sais, mais est-ce que tu mets le patin gauche avant le patin droit? Est-ce que ça, c'est une superstition? Si tu le fais pas, tu es automatiquement sûr de jouer un mauvais match. Tu sais, je pense juste qu'il faut que tu fasses très attention à embarquer là-dedans. Avec, comme tu as dit un peu plus tôt, selon ce que Carey Price nous dégage, il ne me semble pas être un gars de superstition. Maintenant, c'est juste de remettre ses bonnes habitudes quand il sait que ça va bien, puis de faire le casse-tête avec ça maintenant.
Nick, nous aurons la chance de faire la revue complète de tes points de vue sur le hockey et sur ta carrière. En terminant, tu as participé à 2 camps d'entraînement du Tampa Bay Lightning en 2016 et en 2018. Tu as participé à 2 camps d'entraînement des Flyers de Philadelphie en 2009 et 2010. Tu as participé à 1 camp d'entraînement du Canadien de Montréal en 2008. Tu as une vaste expérience en tant que gardien de but professionnel. Tu as affronté des tirs de Steven Stamkos il n'y a pas tellement longtemps, puisqu'on parle de 2018. Mais à l'entraînement, quels joueurs t'ont le plus impressionné et t'ont fait le plus mal? Je te dirais que quand j'ai été avec les Flyers, l'année suivant mon repêchage en 2009, c'était la grosse année des Flyers. Si tu te souviens, c'était oui. la série à Lac. Donc, les Flyers avaient quand même un très gros club. Puis je me souviens quand on m'a dit va dans le filet, on pratique le 5 contre 3, puis que je voyais que c'était Chris Pronger qui chutait contre moi, puis qui était à hauteur des tops des cercles. Là. Puis quand je le voyais craquer, comme on dit, mettons que un de mes 2 yeux se fermait. Fait que je souhaitais de l'arrêter, mais je souhaitais qu'elle me touchait pas. Fait que mais ça, je m'en souviens, puis j'avais juste 20 ans, puis Chris Pronger avait déjà eu une très longue carrière. Mais sinon, c'est déjà tout impressionnant. Puis, plus récemment que les Lightning, c'est sûr qu'un gars comme Victor Hedman, c'est assez impressionnant de recevoir des lancers de lui. Puis, même je me souviens avec Tampa. Fait que, mais ça, plutôt avec les Canadiens, je savais déjà que P.K. Subban avait déjà un excellent lancer à un très jeune âge, puis on a sensiblement la même âge. Fait que j'imagine pas aujourd'hui. Ben, merci, Nick. À une prochaine rencontre. Merci de ton intervention. C'était vraiment très intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un de l'intérieur qui a été gardien de but si longtemps. Merci, Nick, et bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Maintenant, nous allons parler un petit peu, nous allons potiner des informations concernant le hockey et d'autres sports comme le football. Il y a eu une suspension cette semaine de 7 matchs qui a été donnée à Tom Wilson des Capitals de Washington. C'est un des derniers de son époque, là, des joueurs salauds. Mais on dirait que pour les Capitals, c'est bon. Ça prend ce genre de joueurs encore pour protéger parce qu'on voit que le Canadien se laisse faire. Il y a Ben Chariot qui laisse tomber les gants, mais c'est pour se faire humilier devant tout le monde. Je veux dire, ça ne devrait pas être vraiment son travail. Et c'est l'association des joueurs qui doit sensibiliser un peu plus les joueurs vers les coups salauds. Les sanctions sont illégales, ça c'est déroutant. Et la Ligue nationale se reprend en donnant 7 matchs à Tom Wilson parce qu'on n'a qu'à se rappeler du coup salaud à la tête de Tyler Myers contre Joel Armia. Il n'y a pas eu de suspension. Et ça, c'est vraiment dur à suivre la ligne de pensée de la LNH et ça enlève beaucoup de crédibilité. Et ceux qui croient que ça va freiner Tom Wilson dans son head hunting, comme on dit en anglais, dites-vous bien que ça ne changera pas le joueur. Maintenant, un mot sur la situation catastrophique à Buffalo. Les Sabres, qui depuis 10 ans ne sont plus capables de rien faire, n'arrivent à aucun résultat. On dit que l'embauche de Ralph Krueger derrière le banc de l'équipe a été une erreur. On voudrait le congédier, c'est ce que le directeur gérant veut faire. Les propriétaires ne veulent pas, ça coûte cher. Maintenant, quel coach établi voudra de cet emploi? C'est un véritable cimetière, un environnement que certains disent toxique, une décennie complète sans succès, aucun plan d'avenir pour les Sabres. Et on a beaucoup dépensé. Ceux qui pensaient que Taylor Hall pouvait être la solution au problème offensif du Canadien, dites-vous qu'il n'a que 2 buts cette saison. Et c'est quoi? C'est 8 ou 9 millions de dollars par année. Nous allons maintenant parler de football. Nous avons un régisseur, receveur de passe. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas envoyé une petite passe à celui-là. Et il l'a bien reçu. Dak Prescott, des Cowboys de Dallas, qui signe un contrat de 4 ans. Quelque chose comme 40 ou 42 millions américains par année. Où est-ce que la société est rendue? Il faut se dire que dans la NFL, en plus, on ne joue que 16 matchs. On te donne 42 millions de dollars. Je veux dire, en plus de tout l'argent que tu vas faire avec la publicité, les joueurs des différents sports professionnels étaient complètement pauvres dans les années 40-50. C'était les propriétaires qui dominaient sur le plan financier. Maintenant, c'est tout à fait l'inverse. Ça n'a aucun sens d'être payé autant, spécialement pour jouer seulement 16 matchs. Mais c'est le marché qui est ainsi. Mais c'est quand même pas pire pour un joueur qui était censé peut-être quitter l'organisation. Mais il faut dire qu'on manque d'options, spécialement au niveau des carrières dans la LFL. Maintenant, je vais vous parler d'une rumeur qui est de plus en plus persistante. C'est que la Ligue canadienne de football, dont les Alouettes font partie, se ferait une fusion avec la XFL pour unir leurs forces, et certains disent pour unir leurs faiblesses. Ça serait bon pour la XFL qui viendrait s'emparer d'un marché canadien déjà établi,
Cette fusion, je pense que sur plusieurs plans, serait excellente pour les deux ligues. Ça fait déjà 8 mois que les négociations ont lieu. Et c'est une tradition, la CFL, parce qu'on a peu d'équipes. Ça, c'est peut-être un côté négatif. Maintenant, on pourrait doubler le nombre d'équipes. Maintenant, des questions du style, est-ce qu'on va jouer avec 3 ou avec 4 essais? Ça, c'est pas ça qui compte, c'est de sauver ces ligues. Et dites-vous bien que ça, c'est peut-être un autre aspect un peu difficile. La XFL, habituellement, finirait sa saison en mai et la Ligue canadienne commencerait en juin. Mais ce sont des questions secondaires. Il y a Dwayne Johnson qui est derrière tout ça. Dans ses films, c'est toujours un sauveur, un redresseur de tort. Mais ça ne sera pas seulement dans les films, ça va être dans la vraie vie. Parce que dites-vous bien que c'est la Ligue canadienne de football qui a besoin de la XFL et non pas l'inverse. L'argent est là. Dwayne Johnson, The Rock, un ancien lutteur, est très riche. Lutte et cinéma, ça fait toute une combinaison quand c'est le temps de garnir son compte de banque. Et aux puristes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord pour toutes sortes de raisons, dites-vous bien que c'est mieux d'avoir la XFL avec nous que de vivre 2 faillites. Moi, je ne vois pas le monde du sport sans les Alouettes de Montréal. Maintenant, je vais terminer avec Alex Ovechkin. 715 buts cette semaine, il a fait son 715e. Il rejoint vraiment une belle liste de joueurs qui ont marqué l'histoire de la LNH. Je vais vous dire, vous nommer les joueurs qui le précèdent. Celui qui va rejoindre le prochain au 6e rang, Alex est présentement au 7e rang, c'est Phil Esposito, le grand Phil qui a marqué 717 buts. Qui a été le premier joueur à atteindre les 100 points en une saison. Au 5e rang, un homme d'ici, Marcel Dionne, 731 buts. Au 4e rang, Brett Hall, le fils de l'autre, 741. Après ça, au 3e rang, Jaromir Jagr, 766 buts en carrière. Et n'oubliez pas, il a joué 3 ans dans la KHL. Il aurait facilement 800 buts s'il s'était pas expatrié dans la KHL pendant 3 ans. Au 2e rang, Gordie Howe, avec 801 buts, et évidemment, le maître des buts marqués de toute l'histoire de la LNH, le fameux 99, Wayne Gretzky, avec 894 buts. C'est le seul joueur, par ailleurs, qui a son numéro de chandail est retiré dans toutes les équipes de la Ligue. Je vais vous parler justement de Gordie Howe, celui que l'on surnommait Mr. Hockey, qui est décédé. 801 buts, mais on voudrait additionner aussi ses buts, parce qu'il a joué 32 ans, 26 dans la LNH et 6 dans la défunte Ligue mondiale. En éliminatoire dans la NHL, il a 174 buts, plus 68 avec son équipe, ses 2 équipes pour qui il s'est aligné dans la défunte Ligue mondiale, ce qui lui ferait un total, si on combine tous ses buts, séries éliminatoires et les 2 ligues, de 1071 buts. Et pour moi, c'est lui le meilleur joueur de tous les temps. Et je vais vous dire pourquoi, parce que plusieurs proposent le nom de Bobby Orr, oui, Mario Lemieux, le plus talentueux, Wayne Gretzky pour les statistiques. Selon moi, il y a 3 catégories auxquelles un joueur doit adhérer pour pouvoir être nommé meilleur joueur de tous les temps. Le talent, évidemment. Gordie Howe avait le talent. Son influence sur les championnats. Il a remporté plusieurs Coupes Stanley. Il a gagné la Coupe AFCO. Mais surtout, la longévité. On ne peut pas mettre Bobby Orr, qui a joué 9 ans, dans la même catégorie que quelqu'un qui a joué 32 ans, qui a marqué 15 buts dans la LNH à l'âge de 52 ans sur un 3e trio. C'est pour ça que, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, Gordie Howe. Une autre statistique révélatrice, ça c'est vraiment impressionnant. Il a terminé top 5 marqueur de la LNH en 20 saisons d'affilée. Pas 10, pas 15, ce qui serait déjà fort impressionnant. 20 saisons d'affilée, top 5 marqueurs dans la LNH. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. Bon week-end!